Eh bien, bonsoir à toutes et à tous donc, et bienvenue à ce premier After Work, un nouveau rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Donc, chaque semaine, pendant 1 heure, ces After Work seront l'occasion de faire un point sur l'actualité de la pharmacie, mais aussi d'aller à la rencontre des candidats FSPF aux élections URPS qui se dérouleront du 31 mars au 7 avril prochain. Je vous rappelle que cet After Work est retransmis en direct sur la chaîne Vox Pharma ainsi que sur Pharma Radio. Cette semaine, donc, nous sommes en compagnie des têtes de liste FSPF de la Guadeloupe, de la Guyane, je ne sais pas s'ils nous ont déjà rejoints, apparemment pas, de la Martinique non plus, et de la région Océan Indien. Bienvenue donc à Jean-Marc Piquion, Guadeloupe. Si vous pouvez faire un petit signe. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Manansara en Guyane donc n'est pas encore là. Nous avons également Léa Donardim en Martinique qui devrait pas tarder à se connecter. Et puis Sabine Lenny pour l'océan Indien. Bonsoir. Bonjour. Donc bonsoir et merci d'avoir répondu présent ce soir. Mais avant de vous passer la parole et de vous écouter, je vais passer d'abord donc la parole au président national de la FSPF, Philippe Besset, pour un tour d'horizon de l'activité de ces derniers jours. Alors bonsoir Philippe. La première question que je souhaitais vous poser, c'est concernait la vaccination anti-Covid-19 par les pharmaciens. Pouvez nous dire où on en est? Et est-ce que vous avez obtenu des précisions lors de vos récents rendez-vous avec le directeur général de la CNAM et le cabinet du ministre de la Santé? Alors, tout d'abord, je vous présente tous mes voeux de bonne année. Je pense que c'est la période, donc il est naturel de commencer comme ça. Peut-être également vous exprimer la fierté que j'ai d'être pharmacien grâce à vous, grâce à tout ce qui a été fait en 2020 et qui continue à l'être au service de la santé publique. Je pense que c'est vraiment une année exceptionnelle pour le réseau officinal. Bien sûr, c'est une année dramatique. Bien sûr, c'est une année qui est épuisante, qui est éprouvante pour tout le monde, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, pour ceux, un être cher, pour ceux qui ont été malades, pour ceux qui ont eu des difficultés. Mais pour les pharmaciens, ça a été l'occasion de révéler ce que nous savions tous déjà, c'est que nous étions mobilisés au service de nos patients, partout sur l'ensemble de nos territoires. Je voulais commencer par ça. Alors, au niveau de l'actualité, et pour ne pas attendre, pour rentrer effectivement dans le vif du sujet, l'actualité, c'est la vaccination anti-Covid. Comme vous savez, le vaccin est arrivé. Donc, on a d'abord le vaccin Pfizer qui est arrivé, puis le vaccin Moderna. Ces deux vaccins qui sont qui ont deux problématiques pour nous en France. C'est qu'il est forcément conservé à des températures très basses, hein, moins 80 pour l'un, moins 30 pour l'autre, ce qui est compliqué en termes logistiques. Et l'autre problème, c'est qu'il est en petit nombre. Donc, ce petit nombre de vaccins conditionne la stratégie vaccinale. Nous en avons peu. Nous en avons 500 000 doses par semaine qui arrivent sur le territoire. Ces 500 000 doses par semaine, à partir d'aujourd'hui, et c'est grâce à l'action donc de la Fédé hein, que c'est comme ça, eh bien, il va être distribué via les officines de pharmacie aux EHPAD. Donc, c'est la majorité du flux de ces vaccins qui va aller vers les personnes âgées en structure en EHPAD, en passant par 6 000 de nos confrères qui vont recevoir les vaccins, qui sont en train cette semaine, la semaine prochaine, de recevoir les vaccins vers les EHPAD. Donc ça, c'est le premier rôle du pharmacien dans cette logistique. Nous avons donc négocié et obtenu une rémunération pour eux hein, de 70 € par livraison et par opération, on va dire, parce qu'en fait, il n'y a pas que la livraison, il y a la traçabilité, il y a pas mal d'opérations pharmaceutiques à mener pour faire ces vaccins en EHPAD. Le deuxième rôle que nous aurons maintenant, c'est de nous occuper des patients en ville. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que
du fait du petit nombre de doses, l'État a retenu comme première solution, on va dire, de guerre, le système hospitalier via des vaccinodromes dans les collectivités territoriales, dans les mairies. Il y a 700 vaccinodromes qui sont en train de se mettre en place. Et pour l'instant, ce sont nos confrères pharmaciens hospitaliers qui vont livrer ces centres avec un petit nombre de doses. Et ça, jusqu'au 14 février, c'est l'information que je vous livre aujourd'hui. Donc, en relais, ensuite, après le 14 février, peut-être, nous aurons donc les officines de pharmacie qui viendront livrer les vaccins. Qu'est-ce que nous souhaitons, nous ? Nous souhaitons bien sûr faire partie intégrante du processus de vaccination, tant au niveau de la dispensation, qui est notre cœur de métier. Donc, j'ai interpellé le ministre cet après-midi, le directeur de cabinet, pour lui demander que dès que c'est possible, dès le 14 février, dès que les doses sont en nombre suffisant, ce sont les officines de pharmacie qui s'occupent de délivrer les vaccins à ces centres communaux d'abord et ensuite aux professionnels de santé libéraux sur le territoire. Premier point, la dispensation, notre cœur de métier. Deuxième point, le renseignement des fiches d'inscription, puisqu'en fait, nous devons faire un acte d'accueil des patients, et ça, les pharmaciens, comme les médecins, comme les infirmiers, doivent pouvoir le faire. Et enfin, en dernier lieu, l'injection du vaccin. Et ça, bien sûr, nous devons être en capacité de le faire d'abord dans les centres communaux tant que les vaccins sont en faible quantité. Et ensuite, on peut imaginer dès le mois de mars ou avril, une vaccination à nos officines qui prendrait le relais de ces centres qui n'ont pas vocation à perdurer dès lors que des grandes quantités de vaccins seront disponibles. Comme vous comprenez, et ça j'insiste là-dessus, le problème du vaccin actuellement, c'est qu'il y en a peu. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai 2 ou 3 choses à vous dire par rapport à la réunion que j'ai eue avec le directeur de l'assurance maladie cet après-midi. La première, c'est que malgré toutes nos deux... Oui. Je crois qu'on a perdu Philippe. Oui, on a perdu une fin de non-recevoir sur la... Excusez-moi Philippe, on vous a un petit peu perdu quelques instants. Si vous pouviez revenir sur votre rendez-vous avec le directeur général. Alors, donc, comme je vous disais, donc, le rendez-vous avec Thomas Fathomme, directeur général de la CNAM, était cet après-midi. Donc, nous avons essuyé une fin de non-recevoir pour la prise en compte des produits chers dans l'aide indemnité Covid. Ce n'est pas réglementaire, nous a-t-il dit. Donc, je ne sais pas où on va aller, mais nous allons encore protester auprès du ministre sur ce point. Je vous donne 2 ou 3 chiffres, par contre. On a encore perdu, là. De nouveau, on a perdu Philippe. Délivré 17 millions de masques. Alors, je vous interromps à nouveau. Ce qui est Oui, Philippe, oui. Ça a encore coupé, donc on n'a pas entendu vos chiffres. Donc, excusez-moi. Donc, comme je disais, sur les autres actions des pharmaciens spéciales dans la gestion de l'épidémie, nous avons délivré 17 millions de masques dans la semaine du 4 au 10 janvier, ce qui est un chiffre qui est stable par semaine, ce qui montre donc une continuation de l'effort des pharmaciens dans la distribution des protections donc en santé publique. Et les pharmaciens ont réalisé depuis le 1er octobre 3 200 000 tests antigéniques, ce qui est beaucoup plus que les médecins qui n'en ont fait que 170 000 par exemple, ou les infirmiers qui n'en ont fait que 400 000 par exemple. Donc ces tests antigéniques, ils ont été réalisés par près de 10 000 officines. Donc c'est quand même, c'était mon objectif. J'avais dit dès le départ qu'on serait 10 000 à le faire. Et plus précisément, par un peu plus de 6 000 officines qui en ont réalisé plus de 25. Et ça va ouvrir droit à une prime de 300 € pour toutes ceux d'entre nous qui ont fait donc plus de 25 tests entre entre novembre plutôt et le 31 décembre. Cette prime de 300 € qui sera versée au mois de février, fin février, par l'assurance maladie. Voilà sur les informations du jour. Donc, pas de vaccination dans les prochains jours, pas d'acte vaccinal dans les prochains jours pour les pharmaciens, mais c'est complètement dans les tuyaux. C'est à la fois dans la loi, c'est à la fois reconnu par l'autorité de santé, et on a un engagement du ministre d'aller rapidement
vers une vaccination par les pharmaciens. Et justement, que peut-on retenir aussi des annonces de Jean Castex de ce soir, du Premier ministre, qui vient d'annoncer un couvre-feu généralisé en France métropolitaine? Et quelles sont les conséquences, selon vous, de la mise en place d'un couvre-feu à 18 h pour les officines? Alors, on peut voir les choses de deux façons. On a déjà abordé dans une circulaire au moment du premier confinement cette chose-là, et donc la FSPF va produire une circulaire aux confrères demain pour prendre évidemment les conséquences, pour tirer les conséquences des annonces de Jean Castex. Mais au principal, la fermeture à 18 h ne concerne pas les officines, c'est-à-dire que comme la fermeture à 20 h ne concerne pas les officines, c'est-à-dire qu'à la fois les officines peuvent continuer à travailler au-delà de 18 h, à la fois les personnels peuvent continuer à travailler et ensuite avoir une attestation dérogatoire pour rentrer chez eux, et à la fois les patients peuvent venir dans les officines de façon légitime pour venir chercher des médicaments. Nous sommes un service de santé, donc nous ne sommes pas concernés par cette disposition-là, sauf que il est probable que dans beaucoup d'endroits, ça génère une moindre affluence, et donc des confrères qui voudront s'organiser différemment, peut-être réduire à la voilure en termes d'équipe, ou même peut-être fermer avant s'ils voient qu'ils n'ont plus beaucoup de monde. Dans ce cas-là, et c'est le sens de la lettre que nous enverrons demain, il y a lieu de vérifier le tour de garde. Donc, vous ne pouvez pas fermer à 18 h si vous êtes de garde, bien évidemment. Et si vous n'êtes pas de garde, vous devez vérifier auprès du responsable du secteur que vous n'entraînez pas une problématique d'accès aux soins en renvoyant l'ensemble des patients sur la pharmacie de garde. Voilà. Donc, c'est à peu près le sens de ce que nous allons écrire demain, mais c'est la seule conséquence que j'ai vue aujourd'hui pour les officines spécifiquement de l'annonce de Jean Castex ce soir du couvre-feu à 18 h. Merci Philippe. Je voudrais m'adresser maintenant aux têtes de liste régionales qui sont parmi nous. Donc, je voulais savoir comment ça se passe chez vous, dans vos régions, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez en lien avec la crise sanitaire. On peut peut-être commencer par Madame Lény pour l'océan Indien. Bah, écoutez, bonsoir à nous à tous. On a eu des problématiques au tout début de la crise, donc avec, comme la métropole, sur l'acheminement des masques. Donc, on a eu beaucoup de retard par rapport à ça. Et actuellement, on a aussi pas mal de soucis par rapport à l'acheminement des TROD et des tests antigéniques. Donc, ce qui limite quand même notre action à ce niveau-là localement. Voilà. Ensuite, en termes d'épidémie localement, aux dernières nouvelles, on était impacté, mais de façon quand même moins importante qu'en métropole. On était à une 50aine de cas tous les 2 jours. Donc, ce qui va être là peut-être un peu plus problématique, c'est le retour de vacances. On verra comment ça va se passer à ce moment-là. Merci. Est-ce que nos confrères de la Martinique nous ont rejoints, Madame Donardim? J'active mon micro, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Je vous pose la même question. Donc, alors, comment ça se passe en Martinique? Oui, alors, donc après, si on retourne au début de la crise, oui, donc nous aussi, il y a eu tout au départ un problème sur l'approvisionnement des masques. Donc, ce problème est réglé depuis quand même un moment maintenant, grâce à l'action de nos grossistes locaux. Donc, nous sommes correctement approvisionnés en masques, que ce soit FFP2 ou les masques chirurgicaux. Nous avons également de quoi réaliser les tests antigéniques. Donc, il n'y a pas de souci particulier en termes d'approvisionnement au moment où je vous parle. Donc après, je ne sais pas, enfin, je ne peux pas m'exprimer à la place des grossistes puisque je ne sais pas s'il y aura des changements dans les semaines à venir, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment à se plaindre. Et donc, les confrères qui sont volontaires réalisent les tests antigéniques. Nous avons été formés par les grossistes. Et donc, pour l'instant, je dirais que ça se passe relativement bien, avec quand même pas mal de demandes pour notamment les personnes qui veulent voyager vers la Guyane, qui ont besoin d'une attestation et qui passent souvent par les officines de pharmacie pour avoir ces attestations.
Merci à vous. Est-ce que Voilà. Monsieur Manantsara de Guyane nous a rejoint? Non. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Piquion en Guadeloupe. Merci beaucoup. Je voulais tous vous saluer, parce que du coup, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger sur des sujets aussi sensibles et de sentir qu'on n'est pas seul. C'est important parce que je pense que beaucoup de confrères d'officine se positionnent comme ça là-dessus. Je voulais dire qu'on a eu plusieurs phases au niveau de Covid, notamment une carence aussi au niveau des masques, donc de l'approvisionnement des masques qui a été relativement rapidement résorbée. Et aujourd'hui, que ça soit au niveau des tests antigéniques ou bien des masques, on a plutôt un fil de l'eau qui est tout à fait correct et qui permet d'absorber les demandes au niveau de la population. Je voulais aussi profiter pour saluer la mobilisation qui a eu au niveau de notre profession, au niveau des pharmaciens d'officine, parce que ça a été une opportunité malgré le côté très malheureux de la crise où on a pu travailler de manière beaucoup plus rapprochée. Et notamment aussi entrer en un groupe avec l'ordre de communication et l'URPS et évidemment la FSPF, la Fédé locale. Et ça nous a permis vraiment d'avoir une vision beaucoup plus mobile au sein de cette crise. Voilà. Merci beaucoup. Je lance un appel à Monsieur Manantsara pour la Guyane. Non. Alors, nous allons prendre peut-être une ou deux questions là, qui sont sur la chaîne. Alors, j'ai des questions sur les centres de vaccination. Oui, j'ai des questions sur les centres de vaccination et les villages. On me demande qu'est-ce qui se passe avec la participation des pharmaciens et y aura-t-il un honoraire de vacation pour les pharmaciens? Alors, avant de dire ça, je précise pour nos confrères des DOM que le couvre-feu à 18 heures ne les concerne pas. C'est uniquement pour la France métropolitaine. C'est juste une précision, mais qui a quand même son importance pour eux. L'ouverture, comme je l'ai dit, les pharmaciens sont prévus dans les centres de vaccination dans un temps qui va être en nombre de jours. J'espère pouvoir l'obtenir la semaine prochaine. Et donc, dans ces centres de vaccination, il y aura 3 choses à faire. La supervision donc, du produit, du médicament, le vaccin. Il y aura l'enregistrement des patients sur Amélie Pro grâce à la carte ICPS que vous ne devez pas oublier d'activer si vous l'avez fait, ou en tout cas essayer grâce à l'aide de votre éditeur de logiciel parce que c'est un peu galère. Et enfin, l'acte de vaccination. Et donc, ça nécessite un arrêté du ministre. Tout ça, ça n'est pas prêt. Donc, vous ne pouvez pas pour l'instant y participer, mais vous allez pouvoir sous peu. Donc, maintenez-vous au jus de ce que la Fédé envoie parce que ça va se débloquer dans les jours à venir. Sur la vacation, j'ai négocié ça tout à l'heure avec Thomas Fatome. Donc, il m'a dit qu'il serait très réactif dès que le réglementaire, c'est-à-dire dès que l'autorisation pour les pharmaciens serait en place. Il sera très réactif pour mettre en place la rémunération de la vacation. Celle des médecins est en place. Celle des infirmiers est en place. Pour tout vous dire, celle des infirmiers est à peu près la moitié de celle des médecins. Et ça vous donne une idée de ce que nous aurons à faire pour la négociation, puisque nous allons demander, nous, bien sûr, la même rémunération que nos confrères médecins, puisque nous sommes habilités aux mêmes actes là-dessus, qui sont la prescription, la délivrance et l'administration. Voilà sur ce point-là. Un point sur une autre question, peut-être une dernière, Christophe, ou j'ai le temps? Non, vous avez 1 minute. J'ai 1 minute. Alors, je vais faire la dernière question. La dernière question est une question piège pour moi, puisque on me demande si changement horaire, que se passe-t-il pour les salariés? Pour les salariés, la réponse que je vais vous faire sans mon service juridique, c'est que ça se fait de gré à gré, puisque c'est ça doit se faire évidemment de gré à gré avec les salariés, mais je vais vous faire la réponse plus traditionnelle et quelque chose que je dois vous dire et qui est important depuis le début de la crise. Nous avons essayé depuis le début de l'épidémie de vous donner à chaque fois des réponses écrites justes. J'ai résisté
depuis vraiment le mois de février à toutes les pressions qui me demandaient de faire de la communication extrêmement rapide. J'ai fait de la communication rapide, mais juste, parce que rien n'est pire que de revenir en arrière sur des informations données. Donc, on a toujours à la fédération depuis le début fait en sorte d'attendre que le texte réglementaire sorte, d'avoir un écrit sur lequel s'appuyer. Et c'est pourquoi, moi, je ne renie aucun des textes que la fédération a produits depuis février, et même pas sur les masques. Je veux dire, je n'ai aucune parole que je renie depuis le début février, même pas sur les masques, alors que tout le monde a changé de position sur les masques. Voilà. Donc ça, je tiens à vous le dire. Donc ça veut dire que demain, dans la circulaire que vous aurez, eh bien, vous aurez également les notions sur le droit du travail qui vous permettront de faire face à cette nouvelle règle qui d'ailleurs commencera samedi, donc ça me donnera quand même toute la journée de demain pour produire le texte sur le couvre-feu à 18h. Merci Philippe. Le temps passe, on n'a pas le temps pour le moment de prendre une autre question, mais peut-être que vous prendrez le temps de répondre dans la semaine aux autres questions. Alors, le principe de ce live, c'est que les questions restent sur le chat et donc nous prendrons toute la semaine pour répondre à chaque question par écrit sur le chat. Donc, vous pouvez continuer à poser des questions sur le chat, vous aurez votre réponse puisque maintenant, c'est chaque semaine, on a un rythme d'after work tous les jeudis soirs. Donc, la semaine prochaine, nous irons avec des confrères d'une autre région, mais nous parlerons aussi d'actualité nationale. Donc, ça vous permettra de semaine après semaine de garder les questions et d'avoir vos réponses. Donc, tous ceux auxquels je ne réponds pas à l'oral, je répondrai par écrit. Très bien. Merci Philippe. Alors, justement, en mars prochain, donc, auront donc lieu les élections aux URPS. Et la FSPS vient de lancer une grande consultation nationale auprès de l'ensemble des pharmaciens. Pouvez nous dire, Philippe, ce qui a motivé votre syndicat à prendre le pouls de la profession avant cette échéance électorale? Alors, d'abord, un mot sur ces fameuses élections URPS dont on parle aujourd'hui, peut-être pour la première fois d'ailleurs dans une émission en direct. Ces élections URPS, elles sont extrêmement importantes parce qu'en fait, c'est le moment où on va dialoguer ensemble oui, où on va dialoguer. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon. Très bien. Donc, un moment où on va dialoguer ensemble, entre confrères, pendant les 3 mois à venir. Et de ce dialogue, de ces réunions, de tout ce travail que nous allons mettre en commun, eh bien, va sortir une stratégie professionnelle pour les 5 ans à venir. Parce qu'à l'issue de ces élections URPS, nous allons faire 2 choses. Nous allons élire des représentants locaux qui vont être les correspondants des ARS dans les régions, qui vont être donc extrêmement importants en région, et nous allons définir la représentativité nationale de l'organisation professionnelle, donc de la Fédé, pour négocier avec l'assurance maladie une nouvelle convention qui devra mettre en musique ce que nous aurons collectivement décidé pendant ces 3 mois. Alors, justement, la grande consultation, c'est fait pour ça. La fédération a, dans ces listes que nous avons présentées, qui est sur notre site désormais dédié aux URPS, vous allez voir ces listes, nous avons voulu un profond renouvellement. Nous avons renouvelé à 85% les candidats par rapport aux élus qui ont fait qui ont été à la manœuvre pendant 5 ans. Nous avons rajeuni l'ensemble de nos candidats. Nous avons une moyenne d'âge de 48 ans, le plus jeune à 30 ans. Et nous avons également la parité. Et ici, dans les DOM, c'est une parité parfaite puisque nous avons 2 consoeurs et 2 confrères qui sont en tête de liste. Donc, à partir de ce groupe de candidats, de pharmaciens qui vont se présenter au suffrage, eh bien, il fallait un programme. Ce programme, évidemment, la fédération en a un. Moi-même, pour mon élection à la fédération, j'ai bâti mon programme avec mon bureau national que j'ai présenté aux syndiqués. Donc, les syndiqués connaissent le programme de la FSPF.
Et bien sûr, il est sur la table et on va en parler, on va aborder quelques éléments dans les prochaines minutes. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir la volonté des pharmaciens. Ce qui m'intéresse, c'est d'écouter. Ce que je veux, c'est que vous me disiez ce que vous attendez de l'avenir. Et principalement, est-ce que vous êtes heureux avec les nouvelles missions qui sont maintenant le quotidien du pharmacien, ou est-ce que, au contraire, vous pensez que c'est la dispensation qui est le cœur de métier du pharmacien, ou est-ce que, enfin, vous estimez que le pharmacien peut faire les deux, c'est-à-dire faire son cœur de métier et aller au-delà vers de nouveaux actes médicaux qui sont donc ce qui a éclos et ce qui est né de cette année 2020 essentiellement, mais qui était un petit peu avant puisque les entretiens pharmaceutiques c'était déjà avant. Voilà le but de la grande consultation. La grande consultation, c'est écouter. Moi, je veux écouter. Et sur cette base d'écoute, eh bien, nous bâtirons notre programme et il sera disponible début février. Je ne sais pas exactement quel est le deadline que nous nous sommes fixés, mais il me semble que c'est entre début et mi-février. Donc, si j'ai bien compris, Philippe, cette grande consultation va permettre d'enrichir votre programme. Mais vous devez tout de même avoir déjà réfléchi à des propositions. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner les grandes lignes de votre programme économique, par exemple? Oui. Alors, d'abord, peut-être revenir un pas en arrière pour vous dire que la transformation du modèle économique de l'officine d'une économie de commerce vers une économie de service, c'est la grande œuvre de la fédération. Ça date de 2012 avec l'équipe de mon prédécesseur, Philippe Garner, dans lequel j'étais responsable de l'économie. Notre idée, c'était, et avec bien sûr tous les pharmaciens du bureau et tous les pharmaciens qui nous ont, de la Fédé qui nous ont accompagnés là-dessus, c'était de transformer notre métier d'une économie de commerce vers une économie de service, parce que cette économie de service était ce qui a résonné le plus avec l'esprit des Français, ce qui nous permettait de tirer notre épingle du jeu. Et ça commence à se voir dans les mois qui viennent de se dérouler. Mais en 2017, nous avons eu un accident industriel, si on peut dire, avec le directeur de l'assurance maladie, qui n'a pas respecté la parole qu'il nous avait donnée, puisqu'il ne nous a pas donné les moyens financiers dont nous avions pourtant convenu avant l'élection présidentielle pour mener la barque de la réforme de la profession. Donc, sans moyens financiers suffisants, nous avons refusé de signer une convention. C'était un crève-cœur parce que l'ensemble du texte et des éléments métiers de la convention, eh bien, la fédération les porte. Mais nous n'avions pas assez de moyens financiers pourquoi ? Pour faire face aux PLFSS successifs dont nous savions qu'il allait raboter le prix du médicament, et nous n'avions pas non plus assez de moyens pour faire face à l'augmentation des charges des entreprises. Et au premier rang de ces charges, il y a quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important, c'est la reconnaissance de nos équipes officinales et qui doivent avoir une revalorisation, qui ne doivent pas perdre de pouvoir d'achat alors que le coût de la vie augmente. Et donc, pour ça, eh bien, nous savons que année après année, eh bien, nous allons avoir avoir des augmentations de charges. Vous m'entendez toujours, Christophe, ou je coupe? Non, oui, ça c'est un petit peu coupé, mais ça y est. C'est bon, voilà. Donc, partant de ce constat, nous avons donc malheureusement, l'USPO a rompu l'unité de la profession, a rompu son engagement de campagne de la dernière fois. Souvenez-vous de la dernière fois. Enfin, qu'est-ce que nous a dit Gilles Bonnefond? Il nous a dit moi, président, moi, responsable, il n'y aura pas de 1 euro à la boîte. Bon, il l'a signé dans l'avenant 11. Moi, responsable, je ne signerai jamais seul une convention. Il n'a fait que ça pendant 5 ans. Et moi, responsable, je ne ferai pas la politique du moins pire. Il a fait la politique du moins pire. Il a même fait la politique du pire avec 3 avenants qui ont diminué la rémunération des pharmaciens. Donc,
Partant de ce constat-là, nous sommes en désaccord sur les montants économiques, tant avec l'USPO qu'avec l'assurance maladie. Donc, j'ai interpellé le nouveau directeur lors de l'Assemblée générale de la Fédération. Je lui ai dit, nous, ce que nous voulons à la Fédération, c'est en premier chef une revalorisation de l'acte de dispensation. Nous pensons que ce qui est important, c'est de revaloriser l'acte de dispensation. Et là, je voudrais être clair. Ça fait 10 ans que nous transformons de la marge en honoraire, et puis de nouveau de la marge dans d'autres honoraires. Et donc, nous expliquons aux pharmaciens, essayons d'expliquer aux pharmaciens le rationnel de cette transformation, et en disant à chaque fois, mais vous n'y perdez pas, on transforme, mais vous allez voir, c'est mieux avec la transformation que c'était avant. Bon, c'est un discours qui est complexe. Alors, il y a 5 ans, l'USPO disait vous avez transformé, mais vous n'avez pas gagné et vous avez perdu. Et nous, cette fois-ci, c'est nous qui disons un peu le contraire. Moi, je voudrais sortir de ça. Je voudrais que dans la prochaine convention, nous ayons une revalorisation, c'est-à-dire, comme ont les médecins, comme ont les autres professions, une augmentation des honoraires. Pas une transformation, une augmentation des honoraires. Donc, nous avons proposé, et nous le mettons dans le panier de la grande consultation, nous avons proposé de doubler l'honoraire à l'ordonnance, qui est actuellement de 50 centimes, le passer à 1 euro. Voilà. Cet honoraire à l'ordonnance, c'est un peu le C du médecin, vous savez, le C du médecin qui est passé de 23 à 25. Bien, pour nous, c'est l'honoraire à l'ordonnance. Moi, je propose de le doubler, de passer de 0,5 à 1 euro. Je propose de revenir à 1 euro pour les honoraires complexes, ce fameux avenant de la honte. Oui. Vous avez été un peu coupé. Oui, dites-moi, vous m'avez perdu de nouveau? On vous a perdu un petit peu sur l'avenant 19. En deuxième. Oui, on vous entend là. Mais je reviens sur l'avenant 19. Donc je propose justement de revenir sur l'avenant 19. Voilà, justement, Christophe, je propose de revenir sur l'avenant 19, cet avenant de la honte qui baisse l'honoraire à 30 centimes. Donc, je propose de revenir à 1 euro, tel qu'il était prévu initialement. Et ça c'est important pour les officines de proximité, les officines qui voient des patients chroniques, qui ont des ordonnances longues, parce que c'est eux qui ont été pénalisés par la baisse de cet honoraire signé par l'USPO dans l'avenant 19. Voilà. Le troisième point qu'il faudra que nous discutions ensemble, c'est revenir sur la baisse de la ROSP sur le générique. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, mais la ROSP générique, c'est devenu peau de chagrin. Donc, pour faire ça, nous proposons de revaloriser l'honoraire des génériques, des boîtes de génériques et des boîtes de Princesse de 10%. Et dernier point du programme économique, c'est le maillage territorial et l'importance des territoires. Et là-dessus, l'importance que nous avons à avoir une ROSP structure, une ROSP pour chaque pharmacie qui soit donc d'un montant minimum, donc de 1 000 € par mois, qui permettent ainsi à toutes les pharmacies d'avoir un nombre de personnel et d'un pharmacien suffisant pour pouvoir vivre et déployer l'ensemble des missions qui leur sont confiées. Voilà le programme économique qui est la mise de jeu de l'Assemblée générale de la Fédération. Cette mise de jeu de l'Assemblée générale, eh bien, elle doit être confrontée aux pharmaciens. Et donc, c'est l'objet de la grande consultation. Merci. J'aimerais maintenant que nous entendions les têtes de liste régionales, justement sur vos priorités économiques. Alors, je relance un appel à M. Malansara. Est-ce qu'il nous a rejoint pour la Guyane? Non. Alors, je passe la parole à Mme Lény. Qu'est-ce que vous entendez par priorité économique dans le cadre de l'URPS? Dans le cadre dans le cadre général, est-ce qu'une revalorisation de la dispensation et de l'honoraire Donc, oui, sur le plan syndical, vous voulez dire. Oui. Écoutez, je ne suis pas la porte-parole de l'ensemble des pharmaciens de la Réunion, mais en tout cas, je peux dire que nous sommes tous pour la valorisation de la profession, ce qui nous permettra justement de pouvoir mettre en place des actions beaucoup plus qualitatives en officine, nous libérer du temps au comptoir pour justement pouvoir davantage dépister, davantage
aller vers ces nouvelles missions qui nous sont proposées. Et cela passe bien sûr par une rémunération qui soit quand même conséquente, enfin, en tout cas qui permette aux pharmaciens de se libérer de d'autres activités. Oui. Merci, Madame Donardim, à la Martinique. Bon, vous avez votre micro coupé. Dans la mesure où j'interviens comme candidate URPS, donc bon, je vais m'exprimer à titre personnel. Donc évidemment, bon, la revalorisation, on va tous être pour. Donc après, les problématiques que nous aurons peut-être nous sur la Martinique, c'est peut-être, je dirais vraiment, je parle que pour la Martinique, mais c'est au niveau ne serait-ce que des LPPR, des coefficients d'approche qui sont différents des autres DOM, mais qui sont d'ailleurs parmi les plus bas pour une raison que nous ignorons. Donc pour notre part, ce serait une revalorisation de notre coefficient d'approche sur la Martinique. Après, au niveau des missions qui sont confiées aux pharmaciens, alors oui, personnellement, je suis partante parce que j'estime qu'il faut que notre profession s'adapte aux situations et qu'il est nécessaire aussi pour nous de progresser en fonction de l'actualité et en fonction de la société, tout simplement. Donc, le rôle du pharmacien, pour moi, obligé d'évoluer. On ne peut pas rester sur ce qu'on faisait auparavant. Encore une fois, je m'exprime à titre vraiment personnel. Donc après, je pense qu'il serait souhaitable parce que beaucoup de confrères proposent des prestations, que ce soit de la livraison, que ce soit des piluliers. Et donc, je pense que ce serait souhaitable qu'il y ait que ce soit rémunéré et qu'il y ait donc des chiffres bien précis pour chacun, que ceux qui le proposent, donc effectivement gratuitement, ne mettent pas en péril ceux qui ne peuvent pas le proposer. Et donc, le fait de pouvoir être rémunéré là-dessus permettrait d'avoir une meilleure homogénéité pour les officines et donc que les plus petites puissent subventionner, donc que ce soit des achats de piluliers ou autres, puisque les plus grosses officines peuvent quand même absorber ça par rapport à leur flux et ce n'est pas forcément le cas des plus petites. Donc, pour qu'il puisse quand même y avoir une forme d'équité entre les différents confrères. Et enfin, au sujet des différentes missions qui nous sont confiées, c'est le terme de la disponibilité en termes de temps. Je parle plutôt pour les petites officines et c'est ça pour moi qui est une difficulté. Officine petite ou moyenne. Je vous remercie. Monsieur Piquion pour la Guadeloupe, vous aviez autre chose à dire, pardon, je vous ai coupé. Vous vouliez ajouter quelque chose, pardon? Non, pour moi, c'est tout. C'est tout. Donc, pareil, les piluliers, la rémunération des piluliers, des livraisons, enfin, tout ce qui est proposé en service, que ça puisse être rémunéré avec des prix bien spécifiés pour chacun. Je vous remercie. Je passe donc la parole à Monsieur Piquion en Guadeloupe. Voilà. Déjà, je voulais saluer, merci l'opportunité de la grande consultation. Parce que s'il y a un moment vraiment où les confrères doivent s'exprimer, où on est à leur écoute, c'est bien maintenant. Alors, sur le volet économique, oui, les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 5 à 6 ans, lors de la précédente élection, dans la mesure où de plus en plus les notions d'honoraires émergent. Et j'ai envie de dire, l'idée, c'est comme le disait tout à l'heure Philippe, de les transformer, mais en les augmentant, pour que du coup, ils fassent plus que simplement suppléer économiquement une officine. Je vais dire pourquoi c'est important qu'ils augmentent, parce que de 2015 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que les dotations de remboursement de l'État validées par la CNAM sont plus ou moins stables, alors qu'en fait, en face, on a, nous, officines de pharmacie, une réalité qui est due à l'augmentation de nos charges en termes de loyer, en termes de salaire, parce qu'on a quand même une grille qui augmente au niveau de nos salariés avec un point quasi chaque année. Donc, du coup, voilà, il y a un déphasage à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est une étape qui est primordiale que celle de la grande consultation pour que chaque confrère puisse effectivement bien nous faire part de ses recommandations et de ses souhaits, de ses volontés, mais aussi se rendre compte qu'il y a une segmentation au niveau de la rémunération de l'activité de l'officine avec un volet dispensation et un deuxième volet qui est d'ordre honoraire. Et je dirais aussi pour finir que la base, et ça on aura sans doute à l'écouter et à l'entendre de la part des confrères lors de cette première étape de grande consultation, ce sera aussi qu'il y ait plus de fluidité par rapport à certains remboursements qui sont bloqués au niveau des caisses locales. Voilà. En tout cas, moi, j'avais déjà
cette typologie de remontée. J'y suis particulièrement sensible. Et je voulais aussi dire que le président sortant, Olivier Berry, l'a été tout particulièrement. Il a fait un gros travail là-dessus. Mais pour ça, encore une fois, il ne faut pas hésiter à nous faire des remontées pour qu'elles puissent avoir des répercussions. Merci. Philippe Besset, peut-être vous voulez compléter, ajouter quelque chose? Oui, peut-être ajouter quelque chose. La première des choses, c'est que, comme vous savez, tous les quatre, et comme savent bien vos prédécesseurs, il faudra que vous soyez attentifs à ça. Nous, à la Fédération, nous sommes des défenseurs du coefficient. Vous êtes loin quand il y a les négociations nationales. Donc, vous avez remarqué, à chaque fois, nous nous battons pour que les coefficients d'approche permettant de maintenir à la fois la vie chère et les coefficients d'outre-mer, d'octroi de mer soient pris en compte. Donc ça, moi, je le sais. Donc à chaque fois on y réfléchit. Donc Denis Millet, notre responsable économie, bien sûr, est là aussi pour y veiller. Mais c'est votre rôle, ce sera votre rôle de nous interpeller à chaque fois. Parce que c'est vous qui vivez au quotidien. Donc je suis très, très frappé par ce que vient de dire Léa sur le coef de LPP en Martinique. J'ai beaucoup œuvré pour aider Eric, pour aider Cyril Apostolov et donc Sabine, tu vas prendre le relais par rapport au coef dans le LPP dans l'océan Indien. On a réussi à obtenir un délai, mais il va falloir être un délai, mais je crains que le CQF soit pour l'instant dans le marbre. Donc ça, il faut y revenir dessus. Tous les quatre, là, un de vos rôles sur la LPP, sur le coef de LPP, va être de remonter au créneau auprès des CGSS. Mais au-delà et au-delà au national pour que les patients puissent avoir les dispositifs médicaux. Je dis que ce qui est important sur la LPP, et c'est l'importance de ce coefficient prenant en compte l'octroi de mer, il est pour l'accès aux soins. Les pharmaciens ne peuvent pas acheter sans vendre à perte des produits, eh bien, nous aurons une difficulté d'accès aux soins. Donc ça, c'est un des rôles que nous aurons, c'est une des missions que nous aurons à mettre en œuvre dans les années à venir pour les deux. Merci Philippe. Voilà, Christophe. Oui, merci. J'aimerais maintenant que les têtes de liste nous fassent part de leur priorité en quelques mots pour le prochain mandat. Alors, Madame Donardi, Madame Martinique. ouais. Oui, alors je prends le relais, on va dire, de façon un peu bousculée, si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai que j'ai encore besoin de faire le point avec Éric Bonaï, qui est donc l'actuel président URPS. Donc, vérifier avec lui les actions qu'il a entamées. Il me semble déjà qu'il avait travaillé sur le suivi des patients cancéreux avec l'élaboration de livrets. Donc, l'idée, c'est quand même de poursuivre l'action menée par nos prédécesseurs. Donc après, d'anciennes présidentes avaient également proposé qu'on puisse financer des pochettes isothermes pour les patients, par exemple. Donc, l'idée pour nous, le nouveau bureau, donc, serait déjà de définir nos priorités, sachant que personnellement, j'ai un combat que j'aimerais mener sur la malbouffe aux Antilles. Nous mangerons trop sucré, nous mangerons trop salé. Et donc, c'est vrai que mon action serait sur cette partie-là, donc l'éducation à l'alimentation. Et donc, comme je vous dis, voir déjà avec ceux qui sont en place et ceux qui ont été en place, ce qu'ils avaient entamé pour construire quelque chose sur la durée. Très bien. Madame Sabineni, pour l'océan Indien. Oui, alors… priorité. Donc, déjà, je voulais dire qu'on est une liste relativement jeune à La Réunion, donc assez paritaire avec des hommes et des femmes.
qu'on a aussi gardé un peu d'expérience en la personne d'Éric Cadet, qui sera aussi avec nous pour nous accompagner. Donc, nous, on est très enthousiastes à l'idée de représenter les pharmaciens au niveau de l'ARS. Nous porterons bien entendu les projets qui sont déjà d'actualité, pour lesquels Éric a déjà signé des conventions, comme le diabète ou le sevrage tabagique. Le diabète est un vrai fléau à La Réunion. Énormément de personnes sont touchées. On aimerait aussi travailler sur l'obésité, qui était le deuxième fléau à La Réunion, et bien entendu l'insuffisance rénale qui va de pair avec le diabète de type 2. On a aussi des spécificités locales à La Réunion. Vous ne le savez peut-être pas, mais les patients entrent beaucoup plus rapidement dans des maladies chroniques. Donc, on a un âge plutôt aux alentours de 55 ans contre 65 ans en métropole. Donc, sur le bilan médical partagé, par exemple, la prise en charge débute à 65 ans. C'est un problème à La Réunion. On a aussi des problèmes au niveau des spécialistes. On a certaines régions qui sont pauvres en spécialistes. Donc là aussi, comment apporter l'offre de soins dans certaines régions. On a aussi des problèmes... alors, ce n'est pas des problèmes, c'est des mœurs locales. On a aussi à La Réunion des patients qui sont maintenus très tardivement dans le milieu familial, donc maintenir le patient à domicile avec le HAMED et la PDA, etc. On va aussi porter bien sûr les problématiques d'actualité, la Covid-19, la prévention, le dépistage. Et alors, j'aimerais souligner une petite particularité à La Réunion en matière d'URPS, c'est que nous sommes à cheval, nous sommes la seule URPS, donc à cheval sur 2 ARS, l'ARS à la fois de La Réunion, de Mayotte, et on comprend bien que les problématiques mahoraises ne sont pas forcément les problématiques réunionnaises. Donc, j'espère que dans les années à venir, nous pourrons aussi travailler à l'élaboration d'une URPS mahoraise, davantage, voilà. Et en tout cas, nous porterons bien entendu la voix des pharmaciens, nous les écouterons auprès des ARS et nous essaierons de faire notre mieux pour représenter la profession et surtout sa compétence. Voilà. Merci, Monsieur Piquion, à la Guadeloupe. Votre micro est coupé. Je ne vous entends pas. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil à notre consoeur de La Réunion en disant que notre programme nous sera moins étoffé pour le coup. Et simplement, il y a 2-3 axes qui ont déjà été entamés d'ailleurs par notre équipe actuelle. Le premier axe, c'est celui de la sortie hospitalière. Il y avait eu de premiers contacts en 2017 et 2018, notamment avec le CME, Comité médical d'éthique. Mais ensuite, il y a eu un incendie au niveau de notre hôpital, puisqu'on est vraiment à ce niveau-là pas mal handicapé. Et puis ensuite, malheureusement, la crise du Covid est arrivée. Donc, c'est une sortie hospitalière qui nous tient à cœur, parce qu'il y a chez nous un problème auquel chaque confrère a été confronté déjà pendant son exercice. C'est l'émergence de beaucoup de revendeurs de matériel médical. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, tout le monde puisse, à minima, manger à sa faim, mais que, voilà, qu'on reste par rapport à la déontologie et par rapport à l'éthique, avec le libre choix du patient au centre des préoccupations de notre profession. Donc, l'idée, c'est de remettre la balle au centre et de faire que la sortie hospitalière soit beaucoup plus juste, beaucoup plus nuancée, beaucoup plus en phase avec les besoins et l'expression du patient ou de ceux qui le représentent. Donc, ça, c'est une première thématique. La deuxième thématique aussi qui nous tient à cœur, c'est de travailler beaucoup plus en interprofessionnalité. Dans les années qui vont suivre, à l'échéance de 5 ans, peut-être 10 ans, il y aura vraiment un rythme qui est dicté par justement les ordonnances de santé publique et par l'État, le ministère de la Santé, comme quoi il va falloir avoir des exercices qui soient mixés en interprofessionnalité avec médecins, kinés, etc. Et l'idée, c'est que vraiment on soit au centre de cela au niveau de la Guadeloupe, pour accompagner le confrère et qui comprennent aussi que ce sera une évolution qui sera difficilement évitable et qu'il faut saisir comme une opportunité pour que le rôle du pharmacien soit le plus possible valorisé. Et je reviens à quelque chose que j'avais déjà dit tout à l'heure, qui est assez basique mais très important, c'est vraiment accompagner au jour le jour le confrère sur les problématiques de santé publique. C'est pas anodin parce que je pense que à partir du moment où les ARS, à partir du moment où l'État se rend compte que oui, que l'URPS vit,
et est mobilisé, ben, ça donne une autre tonalité par rapport à notre positionnement et ce sont des opportunités qu'il faut prendre. Voilà, tout en restant vraiment avec la problématique du patient au cœur de nos préoccupations. Merci beaucoup. Monsieur Besset, est-ce que vous avez des questions auxquelles vous souhaitez répondre maintenant? Bien, écoutez, je regarde sur le chat s'il y a des questions, mais je n'ai pas beaucoup de questions, à part une question précise sur les CPTS. Ah oui, j'ai une question qui me dit les entretiens sont trop compliqués à mettre en place dans les petites officines. Et donc, il y a plusieurs confrères qui disent qu'ils ne peuvent pas les faire. Donc, ces entretiens, bon, on a une première victoire qui est à notre actif et qui est le fait de simplifier le mode de rémunération et le mode d'enregistrement. Vous vous souvenez, on était sur une rémunération en ROS qui nécessitait d'aller sur un mail pro, de faire tout un processus d'enregistrement très complexe. On a remplacé ça de façon, en modifiant la loi. On est allé voir les députés, on est allé voir le Parlement, le gouvernement pour qu'il modifie la loi pour nous permettre d'être payés à l'acte. Ça, cette modification, elle a été faite au mois d'octobre. Nous pouvons, depuis le mois d'octobre, être payés à l'acte des entretiens pharmaceutiques. Mais, bien sûr, on est rentré dans la phase Covid. Et donc, personne ne s'est rendu compte de ce changement et nous ne l'avons pas déployé. Par ailleurs, nous avons demandé, les équipes qui s'occupent de ça, donc Christophe Koperski, Valérien Consigné, donc les confrères qui s'occupent des systèmes d'information, de demander aux éditeurs de logiciels d'intégrer tous ces entretiens pharmaceutiques dans nos logiciels métiers. Parce que c'est dans nos logiciels métiers que ça doit se passer, cette affaire. Pour qu'on ait la base de données, pour qu'on ait l'historique, pour que ce soit simple, pour que ce soit ergonomique. Et à ce moment-là, si c'est dans le logiciel métier et que la facturation parte, comme on facture une vaccination ou comme on facture un test antigénique, l'entretien se fera et ce sera simple. Donc l'idée pour repartir de la vente dans ces entretiens, c'est qu'il soit fait sur le logiciel métier du pharmacien, qu'il soit donc plus simple et qu'il soit envoyé directement et payé à l'acte. Ça, c'est la partie acte, c'est fait. La partie évolution des logiciels, c'est pas fait, mais c'est en cours. Et j'espère que quand nous serons sortis du Covid, nous pourrons relancer ces entretiens et que là, ils seront appétants pour tout le monde. Donc, il faut effectivement les simplifier. Vous savez, on a un axe de campagne, on a 3 axes de campagne. Revaloriser, dont je parle aujourd'hui, protéger, dont je parlerai dans des prochaines réunions, et simplifier. Et dans l'axe de simplification, la simplification des entretiens, c'est bien sûr au programme. Le sujet est vaste, mais l'idée, c'est que l'ensemble des pharmaciens, nous, vous savez, à la Fédé, on a ce combat depuis toujours, qui est de dire que l'ensemble des pharmaciens doivent pouvoir exercer les missions s'ils le veulent. S'ils ne veulent pas, c'est autre chose. Mais s'ils le veulent, ils doivent pouvoir exercer l'ensemble des missions. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, sur cette question. Merci. Je vais redonner la parole à nos 3 têtes de liste, d'ailleurs, afin qu'ils nous donnent en quelques mots, qui donnent envie à leurs confrères d'aller voter aux élections RPS. Qui veut commencer? Je vais commencer. Votre micro est ouvert. Ouais, allez-y. Ah, il est ouvert, ouais. Écoutez, notre liste donc, réunionnaise, elle est avant tout à l'écoute de nos confrères. Et nous sommes là avant tout pour représenter donc l'ensemble des Réunionnais et des Mahorais auprès de nos ARS et de porter leur voix aux plus hautes instances. Voilà. Merci. Madame Donardim, à la Martinique. Votre micro est coupé. Oui, l'URPS Martinique a mis du temps à se mettre en place. Néanmoins,
nous avons enfin nos enveloppes, nous sommes une nouvelle équipe là, effectivement, pour les prochaines élections. Et donc, le but est de réussir donc à donner une dynamique à notre URPS et donc à pouvoir donc œuvrer donc pour améliorer la prise en charge des patients au sein de l'officine, en même temps faciliter le travail de nos confrères pharmaciens. Et donc, nous sommes jeunes, mais nous sommes motivés. Et donc, nous serons là pour représenter nos confrères du mieux que nous pouvons. Et donc, c'est une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. Merci, Monsieur Piquion, à la Guadeloupe. Juste quelques mots, parce que moi j'ai eu en même temps un petit message de certains confrères qui parlaient aussi d'un sujet assez important, c'est celui des gardes, en disant qu'il y aura des modifications par rapport à la gestion des gardes, notamment avec sans doute la disparition du 32-37. Bref, un ensemble quand même, une panel de questions autour de cette thématique-là, et les rassurer en disant encore une fois que les URPS, en tout cas l'URPS de Guadeloupe, va les accompagner dans cette voie-là, pour qu'il n'y ait pas non plus de personnes lésées. L'autre chose qui est aussi importante que j'avais oublié de signaler tout à l'heure lors de la précédente intervention, c'était celle de l'émergence d'une messagerie sécurisée santé. Voilà, c'est peut-être anodin, mais encore une fois, plutôt que d'utiliser Gmail ou un autre support, ça nous permettra d'agir plus aussi en interprofessionnalité. Et quant au fait de motiver les confrères et les collègues, c'était pour dire qu'aujourd'hui, l'équipe constituée tient compte de toutes les sensibilités du territoire, type d'officine avec derrière les confrères qu'il y a, et leur dire que s'il y a bien un moment où on doit montrer qu'on fait front commun par rapport aux négociations qu'il y aura demain pour les revalorisations avec en face l'ARS et puis l'État, ben c'est maintenant. Donc il faut vraiment se mobiliser. Et encore une fois, je le dis, nous sommes à leur écoute. Et clairement, je le dis et je le répète, pour des remontées du type impayé par rapport à la sécurité sociale, parce qu'il y a beaucoup de confrères qui ont ce genre de problématiques, nous sommes là pour leur servir de relais et mettre à profit leurs demandes. Voilà. Merci beaucoup. Philippe Bessay, il vous reste 3 minutes. Si vous voulez nous donner un mot de conclusion. Oui, nous allons, au travers des semaines prochaines, à chaque fois voir un thème de campagne. Donc, vous avez élaboré, vous avez bien sûr, comme vous êtes tête de liste dans les tomes, vous avez bien sûr vu l'ensemble de l'image. Moi, je me suis consacré aujourd'hui sur l'économie. Je vais y revenir en conclusion. Il y aura d'autres thèmes. Il y aura le thème du numérique, le thème des missions. Enfin, tous les thèmes seront abordés autour de ces 10 semaines et de ces after-work du jeudi jusqu'au mois d'avril. Concentrons-nous sur l'économie. Pour faire court, nous lançons un programme et nous proposons d'avoir sur 5 ans une augmentation pour notre réseau de 710 millions d'euros sur 7 ciblés centrés sur l'acte de dispensation, sur la revalorisation de notre cœur de métier qui est l'acte de dispensation. Le précédent mandat, donc sur les 3 dernières années, donc nous avons eu exactement 200 millions d'euros. Ces 200 millions d'euros ont permis d'avoir une baisse. Je vais là-dessus m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'avec 200 millions d'euros, on a une baisse? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit à l'entrée, il faut pouvoir prendre en compte l'augmentation des charges, des salaires et les baisses de prix des PLFSS. Donc avec 200 millions d'euros, on obtient une baisse de rémunération. Pour pouvoir avoir une politique ambitieuse pour nos équipes officinales, pour pouvoir faire face aux baisses de prix des PLFSS, eh bien, il faut une revalorisation sur 5 ans de 710 millions d'euros. C'est l'élément principal que je voulais vous donner ce soir, et c'est sur l'acte de dispensation. Nous reviendrons sur les autres thèmes dans les prochains jeudis, et j'ai eu beaucoup de plaisir à cette heure passée avec vous. On va essayer de respecter les délais, Christophe. Comme ça, les gens seront contents ils sont contents de commencer, ils sont contents de terminer, ils vont pouvoir passer à table pour cet after-work. Et d'aller dormir pour certains. Merci Philippe.
Merci à vous trois. Merci à Léa Donardim en Martinique, à Sabine dans l'océan Indien, à Jean-Marc Piquion pour la Guadeloupe. Merci d'avoir participé à ce premier After Work. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous toujours à 19h et nous serons également en direct avec des candidats d'une autre région. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir. Merci.